Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Bienvenue dans la deuxième émission de Tout Droit. Merci à la communauté Tout Droit de nous suivre. Nous avons eu des retours très positifs de la première. Et cette fois-ci, c'est parti, on va droit au but. Des réponses claires à vos questions sur les difficultés des propriétaires et des locataires à l'occasion des locations. On rappelle le thème, puisqu'en effet, on parle obligation bailleur, difficulté de recouvrement des loyers, expulsion. Et tout de suite, je vous présente nos invités, une équipe de choc aujourd'hui, avec Vincent Delaunoy, président de Citia Audra Delaunoy et Citia Agence Henri. Pauline Thiboux, fondatrice de la société Cap Recovery, ancienne huissier de justice. Et puis nos trois chroniqueurs, avec Stanislas Dufresne, notaire à Alvar, Ariel Novak, expert comptable associé au sein du cabinet In Extenso, et Jérôme Hanot, dirigeant et fondateur du cabinet CRS Gestion Patrimoniale. Vincent, c'est toi qui démarre. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour Sophie. Alors en tant que directeur clientèle, tu es au cœur des échanges, bailleurs-locataires. Est-ce que tu peux nous expliquer les plaintes qui reviennent régulièrement, les litiges que tu vois le plus fréquemment, et notamment par exemple sur les réparations ? Oui, alors c'est vrai que sur une signature de bail, les parties sont bien informées puisqu'elles ont une notice d'information légale qui est jointe au contrat de location. Néanmoins, les principaux litiges, c'est dans la vie quotidienne de l'appartement et les réparations et d'entretien dans les appartements. C'est fréquent, ça? Oui, c'est très fréquent, des problèmes de chaudière, des problèmes électriques, que ces problèmes soient urgents ou pas urgents aussi, puisque finalement le caractère également d'urgence, il est différent si tu parles de la partie locataire que le propriétaire. Alors c'est bien que tu en parles parce que justement, suite à notre première émission, Angèle nous a écrit et nous a fait un témoignage et elle nous dit « Ma chaudière a lâché il y a 15 jours. Depuis, je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude. J'ai prévenu mon propriétaire dès le premier jour. SMS, appel, recommandé avec accusé réception. J'ai envoyé des photos, le devis d'un chauffagiste. Rien n'y fait. Il m'a juste proposé un petit radiateur d'appoint. Que faire ? Est-ce que tu peux lui répondre ? Et surtout, qu'est-ce que tu distingues ? Qu'est-ce qui est pour toi une réparation urgente et une réparation, on va dire, classique ? C'est vrai que les réparations urgentes, c'est j'ai plus de chauffage ou j'ai un très gros problème électrique qui fait que l'utilisation normale du logement n'est plus possible. Un problème de poignée de porte à réparer, un petit joint à réparer, c'est pas la même chose. Donc il faut effectivement distinguer le caractère urgent ou grave pour la santé de l'occupant et la petite bricole du quotidien. Alors, avant d'aller en justice, parce qu'on pense à ça tout de suite, mais est-ce qu'on a des démarches progressives et qu'est-ce qu'on peut faire, surtout dans l'immédiat ? C'est vrai qu'il faut être proactif. Donc le locataire, il faut qu'il signale à son propriétaire ou au gestionnaire locatif la problématique, éventuellement avec des photos. Déjà, donc à l'oral et au téléphone, c'est important parce que ça peut régler la situation rapidement. Et puis après, un mail. Si pas de retour, une lettre recommandée. Et puis, c'est pas de retour, on peut engager des procédures, on va dire, dites un peu plus contentieuses. Alors, donc, typiquement, Angèle, elle est en train de se retrouver dans ce cas de figure. Elle a fait SMS, mail, elle a fait un recommandé, elle n'a pas de retour. Donc, est-ce qu'elle peut contacter une commission particulière ? On a des gens qui nous répondent pour ça ? Oui, après tu as par exemple l'ADIL, qui est l'association départementale d'information du logement. D'accord. Et éventuellement saisir tout de suite la commission de conciliation des rapports locatifs. D'accord. Mais ça ne va pas régler malheureusement son problème immédiatement, parce que finalement, elle est confrontée à un règlement du problème immédiatement. Oui, donc en fait, ce que tu recommandes, toi, c'est plutôt d'essayer d'avoir des échanges... À l'amiable. Avec le bailleur. OK. Et en ce qui concerne la baisse du loyer ou la consignation, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Est-ce que moi, je ne peux pas dire en tant que locataire, puisque je n'ai pas la chaudière, je ne paye pas mon loyer ou je le diminue ? Non, surtout pas. Déjà, on discute avec son propriétaire. Okay. Et puis, effectivement, si on n'arrive pas à obtenir gain de cause, on ressollicite la commission de conciliation si nécessaire.
aussi en sachant que si le propriétaire, malgré le fait qu'il engage les travaux, si les travaux durent trop longtemps et que ça dépasse 21 jours, là, effectivement, la loi reconnaît un droit de réparation du préjudice du locataire. D'accord. Et alors, quand tu dis une réduction de loyer, ça peut être... ça dépend, ça dépend, par exemple, on se trouve souvent avec des cas où j'ai un dégât des eaux dans ma salle à manger, donc j'ai quasiment ma salle à manger qui est inutilisable pendant X mois, et ben on fait éventuellement une quote-part par rapport à la surface occupée du logement. Alors toi, tu me disais que tu voyais quand même des situations extrêmes, et a priori, c'est quand même un cas qui n'est pas rare. Non, ce sont des cas qui ne sont pas rares, effectivement. Ouais. Oui, des gros problèmes de chaudière qui sont coupés parce qu'il y a des problèmes de ventilation. Et donc, en plus, la réparation du préjudice peut prendre beaucoup de temps, puisqu'une fois que le gaz est coupé, avant de pouvoir le remettre en route, il faut faire passer un organisme certificateur qui contrôle de nouveau la qualité du logement pour pouvoir éventuellement réouvrir le gaz. Donc, parfois, même pour des petites bricoles et des petites réparations, ça peut prendre des proportions en termes de durée assez importantes pour l'occupant. Donc, c'est lourd, et puis en attendant, il n'y a pas de chauffage, quoi, par exemple. Et en fait, c'est toute la problématique. C'est bien sûr qu'il y a des recours possibles, mais il faut être efficace et pragmatique. Et la problématique, c'est de réparer le problème de l'occupant. Alors, on rebascule maintenant sur la location meublée. Quand, par exemple, un propriétaire bailleur loue en meublé, s'il ne met pas tous les meubles qui sont prévus par la loi, parce qu'il y a un décret oui, il y a un décret, ça, tout à fait. Et lui, imaginons, il ne les met pas tous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que peut faire le locataire? Il faut que le locataire, là également, il demande à son propriétaire de lui livrer l'ensemble du mobilier qui est prévu dans le décret. OK, s'il ne veut pas? Eh bien, s'il ne veut pas, de nouveau, elle peut saisir la commission de conciliation ou éventuellement se faire requalifier son bail dans un bail nu. Mais l'intérêt du locataire n'est pas spécialement de requalifier, puisque s'il a loué un logement meublé, c'est qu'il souhaite avoir l'intégralité du mobilier pour pouvoir l'occuper correctement. D'accord. OK, donc c'est bien aussi que les propriétaires soient informés qu'ils ont quand même une obligation de fourniture de ces meubles et que la liste est sur le fameux décret dont tu parlais. Tout à fait. OK. Pour toi, pour sécuriser tout ça, tu conseilles de faire un inventaire précis du mobilier dès l'entrée? Oui, tout à fait. Quand on fait un état des lieux, c'est une annexe finalement à l'état des lieux. Donc un état des lieux précis, un inventaire précis et puis des photos. Parce que souvent, en plus, la problématique du mobilier, c'est que certains équipements sont mis et une description simplement manuscrite n'est pas très parlante et la photo est un élément de preuve importante. D'accord, ouais. Donc toi, tu recommandes photo. Vidéo, ça marche aussi? Oui, ça peut marcher, mais ça ne se pratique très peu. Alors, j'aimerais bien, parce qu'on rentre quand même en plein hiver, il commence un petit peu, enfin pas en plein hiver, mais fin d'automne, début d'hiver, et j'aimerais bien finir sur un cas concret. J'ai plus de chauffage, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de chauffage, j'appelle immédiatement mon propriétaire pour qu'il agisse immédiatement sur la problématique. OK, on appelle le bailleur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut avoir une solution transitoire pour le chauffage? La solution transitoire va passer effectivement par la réaction du propriétaire ou du gestionnaire locatif qui va envoyer un intervenant et puis s'il a par exemple un chauffage au gaz, il peut parfaitement lui installer des équipements mobiles qui permettront d'assurer le minimum vital en fait pour le locataire. Tu peux me faire prêter en gros un chauffage à point, quoi. Oui, généralement les intervenants et les entreprises qui travaillent, quand ce sont des bons professionnels, elles sont en capacité à répondre à ce type de besoin. Et le délai raisonnable pour agir pour toi? Pour un locataire, c'est à la minute près. Je pense que pour un problématique de chauffage, il faut que dans les 48 heures, la problématique soit réglée. En tout cas, la solution de dépannage soit solutionnée. On est d'accord quand même que si la sécurité ou la santé des locataires est en jeu, a priori, le délai est extrêmement court. Quand j'ai un problème de gaz ou quoi que ce soit... on a un problème de gaz, de toute façon, on coupe le gaz. On coupe immédiatement, on est d'accord. Ah oui, automatiquement. On peut potentiellement proposer une solution de relogement pour le locataire? Pour ce genre de cas, non. Je pense que malheureusement, le locataire doit encore subir pour les quelques heures ou les quelques jours cette problématique. Donc on peut finalement conseiller aux locataires de choisir, s'ils le peuvent, des bailleurs qui sont réactifs ou qui a priori sont des gens avec qui ils ont des échanges faciles. Tout à fait. Et oui, que ce soit le propriétaire ou l'agence immobilière, avoir un professionnel réactif ou un propriétaire réactif qui prend soin du bien qu'il met en location. Finalement, c'est bien d'avoir une régie locative.
Parce que c'est l'agence qui peut chapeauter tout ça et qui va réagir peut-être plus l'agence, rapidement. bien évidemment, c'est mon métier. Donc l'agence immobilière est effectivement le bon interlocuteur. Mais elle est surtout le bon interlocuteur parce qu'elle a l'habitude de travailler avec des professionnels, des plombiers, des électriciens qui sont réactifs et qui sont compétents et qui apporteront la bonne solution à l'occupant. 3 choses à retenir, Vincent, pour la faire courte. Les 3 choses à retenir, c'est documenter, formaliser, et puis on avance pas à pas quand on a des problèmes de litige avec son propriétaire. Merci beaucoup, Vincent, pour ton intervention. Je vais me tourner maintenant vers Pauline. Pauline, donc toi, tu es ancienne huissier de justice et aujourd'hui, tu es spécialisée dans le recouvrement. Et j'aimerais que tu nous expliques ce qu'il faut faire si le locataire ne paye plus son loyer. Est-ce que tu recommandes de privilégier le dialogue ou d'agir très vite? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, bonjour déjà à tous. Alors effectivement, quand on a un loyer impayé, en tant que propriétaire, la clé c'est d'agir tout de suite. Il ne faut vraiment pas du tout attendre. La rapidité. Vraiment, la rapidité et effectivement le dialogue, parce que l'enjeu c'est de ne jamais couper le dialogue avec son locataire défaillant. Ce qui va être préconisé, c'est de faire une première relance, on va dire, dans les 5 premiers jours. Un petit mail, un SMS, quelque chose de sympa. Il a peut-être juste oublié, il y a peut-être un changement de RIB, bon peu importe. S'il n'y a pas de régularisation au bout de 15 jours, à ce moment-là, on va passer un coup de fil. Pour vraiment avoir là la personne au téléphone, il faut absolument comprendre pourquoi c'est pas payé et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quitte à tout de suite proposer un échéancier. Et ensuite, s'il n'y a toujours pas de régularisation dans les 15 jours qui suivent, on envoie une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception à son locataire pour lui réclamer le montant du loyer du mois, en rappelant qu'il y a l'échéance d'après qui arrive dans quelques jours. Et si la deuxième échéance n'est pas payée, on envoie tout de suite le dossier chez un commissaire de justice. Et qu'est-ce que tu conseilles aux bailleurs de conserver comme preuve? Alors, sur un litige de loyer, dans tous les cas, il faudra le bail. Ça, c'est vraiment l'élément hyper important, l'état des lieux d'entrée aussi. Ensuite, il faudra les quittances, les relevés, parce qu'il y a des loyers qui ont déjà été payés et puis des loyers impayés. Et toutes les relances qui auront pu être faites, que ce soit par SMS, mail, courrier, recommandé, les AR aussi des recommandés, c'est important, les accusés de réception. Et on transmet tout au commissaire de justice dès le départ. Ok, merci beaucoup, Pauline. Alors, je vais te poser une question qui va peut-être changer la donne maintenant. Si le logement est dégradé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous allez voir derrière moi à l'écran des photos qui choquent. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, il y a deux choses à distinguer. Ouais, et c'est pas. Elles sont très récentes, je tiens à le dire. Ouais. C'est pas forcément anecdotique en fait. Non, j'ai bien compris. Que dans toutes les des études de commissaires de justice, ils voient ça, enfin peut-être pas tous les jours non plus, mais souvent. Ça arrive souvent. Et très souvent, il y a quand même une corrélation entre plus il y a de loyers impayés, des gens qui restent dans les logements, plus les logements sont dégradés en fait. Souvent quand même, ça se voit beaucoup. Il y a 2 périodes en fait sur les dégradations à distinguer, en cours de bail et une fois que le bail est résilié et que le locataire est parti en fait. Quand le locataire est parti, il faut absolument dans l'état des lieux de sortie faire l'état des lieux précis avec un commissaire de justice si c'est vraiment dans un mauvais état pour acter de l'état du logement au moment où la personne est partie. Et ensuite retenir le montant des réparations sur le dépôt de garantie. Et si c'est pas suffisant, à ce moment-là, engager une action en justice contre le locataire sortant pour le faire condamner au paiement. Donc là, il faudra des devis, éventuellement même des factures de remise en état, etc. Oui, alors surtout que le dépôt de garantie en nu, c'est 1 mois. C'est ça. Plafonné par la loi. Ça va pas loin. Souvent, on a quand même aussi des gens qui, du coup, n'auront pas payé leur dernier mois de loyer. Donc, au final, voilà. Donc, souvent, il y a une procédure à engager. Donc, le constat va permettre de montrer l'état du logement. Et ensuite, il faut avoir des devis, etc., pour chiffrer et obtenir la condamnation de son locataire. Et quand le locataire est toujours dans les lieux, là, c'est différent parce qu'on peut imaginer que le logement est en mauvais état, mais encore faut-il le savoir et avoir des infos. Et quand on commence à avoir des infos de le logement, il commence à être dans un état mauvais état, il est souvent dans un très mauvais état. Enfin, il y a souvent du tapage autour, etc. Et du coup, là, il va falloir rentrer dans les lieux. Sauf qu'on n'a pas le droit de rentrer chez quelqu'un. En fait, c'est une violation de domicile de rentrer sans l'accord de la personne. Donc même un huissier de justice, à ce moment-là, doit avoir une autorisation d'un juge pour venir faire le constat à l'intérieur pour prouver. Donc il va déjà devoir expliquer au juge qu'il a des éléments qui lui laissent penser que... ou alors on a une procédure... Ouais, c'est ça. Ou alors on a une procédure en cours. Et là, on peut rentrer sous couvert d'une saisie, par exemple, pour ensuite faire l'état du logement. Alors, Pauline, est-ce que la trêve hivernale bloque tout? Est-ce que ça pose des problèmes? Alors, c'est long. Une procédure d'expulsion, il faut bien voir que c'est très long. Et la trêve hivernale, elle va venir suspendre les opérations d'expulsion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre quelqu'un physiquement dehors pendant la trêve hivernale. Donc, la loi protège les locataires. C'est ça. Voilà. On ne peut pas mettre quelqu'un dehors en plein hiver, quoi. En gros, c'est l'idée.
Par contre, on peut engager une procédure de résiliation de bail pendant la trêve hivernale et j'encourage vraiment les gens, même s'ils ont un loyer impayé le 1er décembre, à engager tout de suite la procédure parce que les délais sont tellement longs que l'idée, c'est de ne pas retomber dans la deuxième trêve hivernale. C'est d'avoir une décision de justice qui ordonne l'expulsion avant le début de la prochaine trêve hivernale. Alors, pour les bailleurs qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous donner les réflexes anti-impayés à avoir, les bons réflexes? Oui, déjà, c'est d'avoir un bail qui soit béton. Le meilleur réflexe que je peux donner, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'aller voir un notaire. Stanislas ne va pas dire le contraire. Stan. Exactement. En fait, après, c'est toujours, il faut mesurer son risque, mais en tout cas, avoir un bail vraiment très cadré et par notaire, c'est mieux parce que derrière, voilà, on peut avoir un recouvrement plus rapide des loyers. Ensuite, de se renseigner sur la solvabilité de son locataire. Est-ce qu'il travaille, où il travaille, ses comptes bancaires, etc. Avoir sa pièce d'identité, ses dates et lieux de naissance. Enfin, il faut vraiment savoir qui on a. On a le droit de le faire quand on est un bailleur. Hein. Ah oui, c'est même recommandé. Il faut le faire, absolument. Absolument. Ensuite, c'est d'agir vite dès qu'il y a le moindre souci, le moindre impayé ou le moindre litige. Même quand on parlait de problématiques dans le logement, il faut tout de suite agir tout de suite. Il ne faut jamais perdre de temps. C'est vraiment ça qui sera important et tracer aussi les échanges et, dans la mesure du possible, avoir une caution ou une assurance de loyer impayé. Merci Pauline. Alors on n'a pas tout à fait fini de parler de ce sujet de fond parce qu'il y a quelque chose sur lequel je voulais avoir ton retour Pauline et qui se passe fréquemment, des choses qu'on ignore. On va tout de suite lancer la vidéo. Télé Grenoble est allé interroger un témoin. Bonjour, Benoît Gauche, je suis podologue à Grenoble et locataire en centre-ville. J'ai eu la malchance de rencontrer le droit en direct en donnant mon congé cet hiver à mon propriétaire. J'ai envoyé à mon propriétaire le préavis, pas recommandé, avec accusé de réception. Au bout d'une semaine, sans nouvelles de mon propriétaire, je me suis posé la question de savoir ce qui se passait, si le congé allait bien commencer à la date d'envoi. Néanmoins, après contact avec lui et dans l'impossibilité pour lui de venir le récupérer, il m'a dit que c'était tant qu'il n'avait pas le récupéré, le congé continuait. Du coup, je me suis retrouvé avec 3 semaines de loyer supplémentaire à payer, sachant que mon propriétaire n'a récupéré le recommandé que 3 semaines après. Je sais bien que nul ne doit ignorer la loi, mais à quel endroit pouvons-nous trouver ces indications plus précises? Est-ce dans le bail ou est-ce dans d'autres structures? Merci Benoît pour ton intervention. À quel endroit? Dans l'émission Tout droit, tout simplement. Pauline, est-ce que tu peux clarifier cette histoire? On pense tous que finalement le préavis court à partir du moment où le facteur a déposé le recommandé dans la boîte, mais visiblement c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. On pense souvent que c'est quand on envoie, que c'est la date d'envoi qui compte, mais ce qui compte en matière de baux, c'est bien la date de réception du recommandé. Donc si le propriétaire ne va pas chercher son recommandé, c'est comme si vous n'aviez rien fait en fait, c'est comme si vous n'aviez pas donné congé. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut absolument faire, c'est soit une remise en main propre si c'est possible, soit si la personne ne va pas chercher son recommandé, c'est de tout de suite aller voir un commissaire de justice. Le commissaire de justice est votre meilleur ami et votre meilleur allié en matière de bail. C'est vraiment des deux côtés. C'est d'aller voir un commissaire de justice qui va notifier, signifier au propriétaire le congé. Et Pauline, avant de conclure, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût alors voilà, peut-être que c'est un ordre d'idée, mais est-ce que ça coûte cher parce que les gens le font pas, peut-être parce que c'est onéreux? Alors j'ai plus les tarifs en tête parce que c'est des actes qui sont tarifés, mais de mémoire on va être aux alentours peut-être d'une centaine d'euros, voilà. Un peu moins, enfin on n'est pas sur quelque chose qui va coûter 500 euros quoi. Ça vaut peut-être le coup quand on a un loyer à 700 ou 800 euros de dépenser 100 pour être certain que si on n'est pas sûr comme Benoît on n'a pas les 3 semaines. Surtout si on n'est pas sûr que son propriétaire va faire le nécessaire, donc puis à la limite on l'appelle son propriétaire avant pour lui dire je vais vous envoyer un recommandé, je voudrais quitter le logement, voilà. Vincent, Pauline, merci à tous les deux. Est-ce que Plume suit toujours? Elle s'est endormie, comme vous pouvez le constater. Je la berce, c'est fabuleux. On rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur notre site télégrenoble.net. Et c'est parti pour les chroniques. Stanislas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sophie.
Toi, tu vas nous présenter donc la chronique immobilière et on parle aujourd'hui du plan de prévention atmosphérique et de la flamme verte, du label flamme verte. Alors, est-ce que on sait qu'il y a une nouvelle réglementation pour le chauffage au bois. Est-ce que tu peux nous expliquer ces normes, etc. À quoi ça sert, pourquoi? Eh bien oui, c'est le moment justement puisqu'on est en période pré-hivernale. Et donc à partir du 1er janvier 2026, dans les zones en fait couvertes par le plan de prévention de protection, dans le plan de protection atmosphérique, c'est-à-dire Grenoble Métropole, le Grésivaudan et le Voironnais, il sera interdit d'utiliser des systèmes de chauffage au bois peu performants. Carrément interdit. Alors, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas dans la team Tout Droit. Concrètement, tu peux nous dire quels sont les appareils qui sont visés? Alors, depuis le 1er octobre 2024, déjà les foyers ouverts étaient interdits d'usage dans cette zone-là. Donc, les cheminées ouvertes, on ne pouvait plus s'en servir. C'est déjà applicable. Et à partir du 1er janvier 2026, ça sera tous les foyers fermés qui sont peu performants. Alors, ça concerne qui exactement? C'est les bailleurs, c'est les locataires? Alors, ça concerne tout le monde, le propriétaire, les bailleurs, le locataire, qui ne peuvent plus utiliser en fait les systèmes de chauffage au bois qui sont peu performants. Alors, on nous parle de label flamme verte ou 7 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il a été mis en place, c'était à partir de 2010, en fait, un système de flamme verte avec des étoiles, un petit peu comme les hôtels. Et aujourd'hui, en fin de compte, le seul label qui est conforme, c'est le label flamme verte 7 étoiles. D'ailleurs, ils envisagent de supprimer le terme 7 étoiles, puisque ça ne veut plus dire grand-chose. C'est le seul qui soit conforme aujourd'hui et qui peut être installé. Alors, ce qui va intéresser notre communauté, c'est de savoir si c'est subventionné. Est-ce qu'on peut se faire aider pour modifier tout ça? Oui, alors il y a des aides. Il y a une aide locale, c'est la prime Airbois qui existe. On peut également le cumuler avec la prime Rénov'. Et puis également, et les certificats, il y a des subventions au titre du certificat d'économie d'énergie également qui existent. Et les collectivités orientent vers France Rénov' pour le bon montage du dossier, bien entendu, là-dessus. Alors, après la subvention, la sanction, qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas cette norme? Parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne le savaient pas et qui, grâce à l'émission, vont le savoir, mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils encourent. Alors, le risque, en fait, c'est essentiellement des amendes, en fin de compte, en cas de contravention à l'interdiction. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'encourager, en fait, les particuliers à changer leur système de chauffage au bois. Il ne s'agit pas aujourd'hui de les sanctionner, donc c'est plutôt vraiment de les orienter vers un système de chauffage performant. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à des contrôles massifs en 2026? Il faut stresser ou pas? Alors, je pense que ça sera plutôt dans l'hypothèse où il y a un risque de pollution atmosphérique, où là, on peut s'attendre à des contrôles inopinés, en fait, éventuellement chez les particuliers. Alors, tout de suite, des conseils pratiques? Alors, les conseils pratiques, il est nécessaire d'identifier en fait l'appareil dont on est équipé au niveau du modèle de l'année. S'il est antérieur à 2002, de toute façon, il faut envisager son remplacement sans délai. Oui, avant 2002, c'est terminé. Ensuite, il ne faut pas hésiter quand on décide de changer son système de chauffage au bois. Il faut faire des comparaisons, demander 2 ou 3 devis à des professionnels en la matière. Alors, il faut que ce soit des professionnels RGE, qu'on appelle RGE, c'est-à-dire des professionnels reconnus garants de l'environnement. Ok, reconnu garant de l'environnement, c'est RGE, d'accord. Voilà. Ensuite, il faut activer les aides, dont on a parlé juste à l'instant. Et puis ensuite, il faut bien faire attention à conserver en fait certificats, factures, attestations, puisque aujourd'hui, dans le cadre des ventes immobilières et des locations, il faut produire en fait ces certificats. C'est vraiment un diagnostic à part entière qui existe aujourd'hui en matière de transactions immobilières. Alors, un mot pour conclure, qu'est-ce que tu recommandes en conclusion de cette chronique? Alors, eh bien, il faut anticiper en fait, il faut vraiment s'y prendre dès à présent pour faire ces vérifications,
procéder au remplacement, puisque généralement, quand on s'y prend trop tardivement, ça coûte généralement beaucoup plus cher, en fin de compte, de faire procéder à ces remplacements. Pardon. Merci beaucoup Stanislas. On va tout de suite enchaîner avec notre chronique fiscale. Et c'est Ariel Novak qui s'y colle. Ariel, merci beaucoup d'être avec nous. Tu vas nous parler de la fiscalité du meublé. Est-ce qu'il vaut mieux opter pour le microbic ou le réel? À toi l'honneur, Ariel. Bonjour Sophie. Alors effectivement, c'est une question qu'on a souvent dans les cabinets d'expertise comptable. Et alors, pour faire simple, le régime micro, bon, l'avantage c'est qu'il est facile. On déclare les recettes et on applique un abattement. Le régime réel, il peut faire peur parce qu'on se dit qu'il faut garder les papiers. C'est un peu plus, on va dire, lourd en termes administratifs. Par contre, ça permet de déduire les charges et d'amortir le bien. Donc c'est principalement ça les deux grandes variations. Alors, à ce moment-là, qui a intérêt à rester au régime micro? Alors, on a eu une réforme importante en 2025 sur les plus-values au moment de la revente qui peut un peu faire bouger les choses entre micro et réel. Oui. Donc, en fait, les personnes quand même qui ont intérêt à rester au micro, c'est les personnes qui n'ont pas beaucoup de charges, puisqu'en fait, au micro, on applique un abattement forfaitaire qui est censé couvrir les charges. Donc, si on a des charges réelles supérieures à l'abattement, évidemment que c'est mieux d'être au réel. Si par contre, on n'a pas beaucoup de charges, le micro reste plutôt pertinent. D'accord. Donc, en fait, ce que tu expliques, parce que si je comprends bien, le réel permet de réduire son impôt. C'est quoi le mécanisme? Alors, souvent, le réel permet de réduire l'impôt, enfin la base imposable, et donc l'impôt et les prélèvements sociaux. Oui. Le mécanisme, c'est qu'on déclare les recettes, on déduit les charges engagées, donc il faut avoir les justificatifs des charges, évidemment. Il faut bien les conserver. Il faut bien conserver les justificatifs, ça c'est important en cas de contrôle. Et puis, une des charges qu'on déduit et qui est plutôt intéressante fiscalement pour optimiser les choses, c'est qu'on amortit le bien. Donc on va prendre la valeur du bien, on va l'étaler sur une certaine durée et on va passer une charge finalement comptablement et fiscalement qui n'est pas décaissée, mais qu'on passe quand même fiscalement, ce qui permet très souvent de baisser la base et donc de baisser l'impôt. C'est très clair. Alors, tu as parlé en préambule d'une réforme de 2025 avec la plus-value. C'est quoi l'impact à la revente? Alors effectivement, ça a été un peu la douche froide pour les loueurs en meublé qui louent au réel. En fait, l'idée de l'amortissement, c'est bien pendant qu'on loue et c'est plutôt très bien pendant qu'on paye un emprunt, puisque finalement, on paye moins d'impôts et du coup, le loyer et ce qui reste permet de payer l'emprunt. Donc c'est plutôt très pertinent pour les gens qui ont des emprunts. Après, par contre, comme on amortit, le jour où on revend, jusqu'à présent, on ne tenait pas compte de cet amortissement. Et depuis la loi de finances de 2025, au moment où on revend le bien, on va dire tout l'amortissement qu'on a pratiqué et qu'on a déduit réellement, on va le rajouter à la plus-value. Donc on est puni à la sortie. On est un peu puni à la sortie. Ok. Alors, pour les meublés touristiques du type Airbnb, est-ce que ça change quelque chose sur le choix? Alors, sur le régime plus-value, qu'on soit en Airbnb ou en longue durée, ça ne change rien. Si je suis au réel? Voilà, si je suis au réel. Qu'on soit micro ou réel, dans les deux cas, ça ne change rien. Par contre, ce qui change pour les locations de courte durée, alors qu'on résume, souvent on les appelle Airbnb, mais évidemment, ça ne concerne pas que les Airbnb. T'as raison. Je le rappelle juste. Et du coup, pour ces personnes-là, en fait, c'est plutôt le régime micro qui a changé, puisque les seuils et les abattements ont été modifiés par la loi de finances 2025. Donc, pour certains, on a une tolérance encore qui a été publiée là, il y a quelques semaines dans le bulletin officiel. Mais bon, sur le principe, donc les abattements ont changé et les seuils. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui étaient au micro, qui s'en réjouissaient et qui doivent absolument passer au réel parce qu'ils dépassent les seuils. Et donc, pour le coup, là, il vaut mieux qu'ils anticipent et qu'ils gardent bien leur justificatif. Alors, ton conseil à la team Tout Droit, c'est quoi, en fait? C'est qu'il faut, tous les ans, il faut que je vienne te voir pour anticiper. Je fais une simulation, je peux changer. Un jour, je me mets une année au micro, une année au réel. On fait quoi? Alors, vous pouvez me voir avec plaisir. Je vous accueillerai avec joie. Par contre, alors, aller voir quelqu'un tous les ans pour voir ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être pas le plus pertinent. L'idée, par contre, c'est soit avant qu'on loue, soit régulièrement, de dire quels sont les seuils, quels sont les abattements, se tenir au courant de ça. Et si on passe au réel, évidemment, ce qui est vraiment conseillé, c'est d'avoir recours au moins à quelqu'un qui fera les simulations pour voir ce qui est le plus intéressant, et puis qui anticipera l'impact sur la plus-value. Puisque tout le monde a crié au loup en disant au secours, maintenant on est taxé sur les amortissements. Oui, mais quand même, on garde des abattements et on reste imposé sur une plus-value de façon beaucoup moins importante
que la façon dont on est imposé sur le revenu. Donc des fois, on a des gens qui amortissent alors qu'ils sont imposés à des taux à 30, 41, voire 45%, et qui ne seront taxés que sur un taux à 19, voire moins au moment de la vente. Donc on a quand même parfois, malgré la réforme, un intérêt à être réel Bien quand sûr, même. évidemment, d'accord. Évidemment, ça se calcule et il faut l'anticiper. Alors Ariel, on a fini. Est-ce que tu peux, comme on l'a fait pour tes prédécesseurs, nous donner une checklist, un récap ? Vérifier les seuils, donc voir combien on va avoir de recettes pour vérifier de quel seuil on relève et quels sont les abattements qu'on pourra avoir. Faire la liste des charges qu'on a réellement et ne pas les sous-estimer. Donc vraiment être assez exhaustif sur la liste des charges qu'on a chaque année et qu'on aura pour voir si c'est intéressant d'être réel ou pas. Et clairement anticiper, si on envisage une vente, anticiper l'impact plus-value et combien on paiera ou pas à la plus-value. Merci beaucoup Ariel. Nous allons maintenant passer à notre dernière chronique, c'est la chronique gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, on parle de la sécurité de vos placements. Que risquez-vous vraiment avec ces placements ? Jérôme, tu es là, tu as accepté de venir sur le plateau pour nous parler de ça. Et j'aimerais savoir si en ces temps un petit peu incertain, on ne va pas se mentir. Si les placements des Français sont vraiment à l'abri, est-ce qu'on doit craindre une ponction pour renflouer la dette ? Bonjour Sophie, merci de ton invitation. Le sujet est effectivement d'actualité. Oui. On parle beaucoup de la dette en France. Et en même temps, on s'aperçoit que l'épargne des Français trouve des niveaux de plus en plus importants. On est à 19% aujourd'hui. Tout à fait. Et l'épargne des Français se retrouve au niveau de la dette. Donc on peut s'interroger effectivement sur la sécurité des placements et quelques idées de ponctionner l'épargne. Alors, est-ce que tu peux clarifier pour la communauté qui garantit quoi, produit par produit ? On ne va pas faire la liste de tous les produits, mais de façon très simple et schématique. Ça nous va. Il faut savoir qu'il y a deux typologies de placements. On a un peu l'épargne bancaire, donc tout ce qui va concerner les livrets, livret A, livret de développement durable, épargne logement notamment. Oui. Et puis tout ce qui va être du côté assurantiel, assurance vie, contrat de capitalisation, certains plans d'épargne retraite également. Ces deux sujets font l'objet en fait de garanties différentes. On a une garantie de l'ordre de 100 000 euros sur ce qui est bancaire et de 70 000 euros pour tout ce qui est assurantiel. Ouais, c'est pas si important que ça quand même. Garantie de 70 000 euros seulement ? 70 000 euros, c'est effectivement par compagnie d'assurance, c'est ce qui est garanti. Et c'est en fait un fonds de garantie qui a été créé, qui n'est pas très ancien et qui est abondé chaque année par les banques. Et donc c'est un fonds de garantie qui concerne les acteurs, banques et assurances et l'État. Alors, est-ce que tu penses que le fameux scénario de ponction est possible ? Est-ce que c'est envisageable ? Je pense que c'est peu envisageable. Ce qui est possible, c'est une augmentation de la fiscalité sur les placements. On pourrait l'avoir, mais la ponction est assez peu probable. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu sur des pays qui ont ponctionné une partie de l'épargne, mais c'était une partie d'épargne de pays qui collectaient de l'argent, qui n'était pas forcément très traçable, et c'était pas en Europe. Ok. Alors, est-ce que, pour toi, quels sont les vrais risques qu'on doit surveiller aujourd'hui ? À quel moment on doit être vigilant sur quoi ? Alors, il y a plusieurs, quand on parle de placement, il y a plusieurs natures de risques. Il y a des risques liés au marché financier, il y a des risques liés au taux d'intérêt, il y a des risques de liquidité, à savoir si on peut récupérer son placement rapidement ou pas. Et donc, ces types de risques, il faut en avoir conscience, il faut faire preuve de discernement et être accompagné pour justement les peser. Alors, comment on répartit concrètement ces actifs ? Est-ce que tu as une recommandation à nous donner par rapport à ça ? Oui, bien sûr. D'abord, avoir un échange éclairé avec son conseil, qui peut être son banquier ou un conseiller en patrimoine, évidemment. Et puis, d'établir en fait une allocation d'actifs en fonction des projets. Avoir un socle très prudent, donc l'épargne bancaire, par exemple, des livrets. Avoir un socle un peu plus moyen terme et un socle un peu plus long terme où on peut peut-être prendre un peu plus de risques pour aller chercher un meilleur rendement. Alors, par allocation d'actifs, t'entends, j'ai un patrimoine global. Imaginons, j'ai 700 000 euros. C'est pas mal déjà. Et je veux justement les répartir. C'est ça l'allocation, c'est je mets telle somme à tel endroit et en fait, je fais des couches. Elle va être, oui, il y aura plusieurs couches, mais également en termes de secteur géographique. Est-ce qu'on investit en Europe, en France, en Amérique du Nord, par exemple ? Tout est possible aujourd'hui. Ah d'accord, toi, tu recommandes potentiellement d'investir hors de France ? Sur une partie du patrimoine, bien sûr.
parce qu'aujourd'hui, l'économie, elle est mondiale et tout est connecté. Donc, il faut saisir des opportunités en gardant du discernement. Peut-être ne pas aller investir dans des pays avec une instabilité politique ou économique. Alors, les limites et les vigilances à garder en tête, justement? Faire preuve de discernement, garder toujours une partie disponible et liquide pour pouvoir faire face à ces projets de court terme. Et le conseil pour dormir tranquille? Pour dormir tranquille, il faut avoir choisi une allocation d'actifs et déplacements qui correspondent à sa situation actuelle et être conseillé pour cela tout au long de la vie du placement. Donc en gros, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Tout à fait, Sophie. Écoutez, c'est la fin de Tout droit. Je remercie infiniment nos invités et nos 3 chroniqueurs du jour. Vous avez été exceptionnels, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci à Plumette qui s'étire en bas, qui a extrêmement bien dormi. On se retrouve dans la prochaine. Ce sera une émission spéciale sur la copropriété. Et oui, c'est les 60 ans de la copro. La loi sur la copro date du 10 juillet 65. On a un petit peu de retard pour la fêter, mais on avait envie un petit peu d'attendre un moment plus propice pour le faire. D'ici là, toutes vos questions sur notre site. Prenez soin de vous et merci à vous d'être là et de nous écouter. Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné.